vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, 51 points à l'ordre du jour pour la première plénière de l'année de la CTM. Les débats sont programmés sur 2 jours. Le TCSP et les orientations budgétaires n'étaient pas au programme des discussions des élus. Le lycée Schœlcher bloqué par les transporteurs. Ce midi, ils ont mis leurs menaces à exécution pour protester contre l'installation d'une centrale mobile de fabrication de béton. Aucune livraison ne sera assurée jusqu'à nouvel ordre. Les autorités sont sur le qui-vive à 2 jours du dimanche gras. La sécurité des festivités dans la capitale a été renforcée. Nous ferons le point sur le dispositif mis en place à Fort-de-France cette année. Enfin, l'année 2017 a été très bonne pour les hôteliers. Ils enregistrent une hausse de 7,7% par rapport à 2016 avec un taux de remplissage de 60%. Les chiffres 2018 s'annoncent tout aussi bons. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. 51 points à l'ordre du jour pour la première plénière de la CTM de l'année 2018. Une assemblée qui s'est déroulée sans éclat particulier malgré la tension qui règne au sein de la majorité. Si le schéma territorial de développement économique a été abordé durant plus de 3 heures, les dossiers TCSP et orientation budgétaire, eux, ne figuraient même pas à l'ordre du jour. Reportage de Johan Boulard. Une cinquantaine de points à l'ordre du jour. Beaucoup de questions relatives au nouveau schéma de développement économique demandé par l'État. Mais certains sujets épineux manquent à l'appel, comme la situation du TCSP. Le 22 janvier dernier, le président de l'exécutif annonçait surseoir à la mise en route de l'outil. En cause, les coûts d'exploitation, 15 millions d'euros. Dans la proposition qui est faite avec le coût d'exploitation, on y a un certain nombre d'anomalies qui concernent le nombre de conducteurs et le nombre qui a augmenté. On est passé de 104 à 118, ce qui est déjà énorme pour seulement 2 lignes de bus. Le président du conseil d'administration de Martinique Transport a fait un certain nombre de propositions et a interpellé la direction de la CFTU. Nous attendons une réponse rapide de manière à statuer de notre côté. Pour Louis Boutrin, la balle serait maintenant entre les mains de Martinique Transport. Dans le schéma qui manque un pied, le transport... Faux, selon Johnny Ajar, cette problématique aurait dû être tranchée dans l'hémicycle. Elles auraient pu être débattues sur le volet des taxicos, le volet de transport interurbain. Donc il y aura la participation de la collectivité territoriale de Martinique à l'autorité unique Martinique Transport. Et là, on peut discuter transport concrètement, on peut discuter TCSP et autres. Mais je rappelle que la très grande majorité, je le dis, c'est pour montrer qu'il y a un lien quand même. La très grande majorité des financements qui viennent de l'autorité unique aujourd'hui, c'est des financements qui doivent venir de la collectivité territoriale de la Martinique pour 2 tiers. Autre grand absent du programme, le débat sur les orientations budgétaires. Un choix, selon ce conseiller, le repousser, c'est ouvrir la porte à un plus vaste champ de propositions. Pour qu'on ait toutes les visions de chacun, de façon à dégager une vision commune, et c'est à partir de cette vision commune qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut raisonnablement faire avec les ressources dont on pourra disposer. Donc, avant de prendre le débat d'orientation, qui, évidemment, va ensuite ramener les choses aux possibilités effectives que nous allons pouvoir identifier. Là aussi, un point de vue contesté par Daniel Robin. La tenue tardive du débat retarderait les programmations financières. Là, nous sommes en pleine discussion sur un schéma de développement. Ce schéma de développement importe des sommes qui sont précisées dans une maquette financière. Et aujourd'hui, on se demande, mais où allons-nous prendre l'argent? Des municipalités, ce qu'on appelle les EPCI, communautés d'agglomération, qui sont en attente de subventions de la collectivité. Donc, le retard que nous prenons a des conséquences sur l'ensemble de la chaîne et bien évidemment des acteurs économiques qui sont concernés par des dossiers qui ne pourront pas être libérés dans de bonnes conditions. La plénière se poursuivra demain avec notamment la revalorisation des tarifs de l'abattoir ou encore les subventions à engager auprès des divers organismes.
En bref, au chapitre info pratique, notez que suite aux épisodes neigeux dans l'Hexagone, le vol Corsair CRL 924 a été annulé aujourd'hui. Le vol FWI 514 qui était prévu à 19h20 arrive à 19h50, de quoi vous laisser regarder un peu encore ce journal. Parlons maintenant de l'organisme AFD, Agence française de développement, qui accorde des prêts aux collectivités et quelques privés. Pour tout comprendre, le directeur de l'Agence française de développement de Fort-de-France, Ludovic Cocogne, est notre invité ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'AFD accorde des prêts, c'est un peu la fonction principale de l'AFD. Quelle est la différence entre l'AFD et une banque déjà? L'Agence française de développement, c'est un opérateur public pour le financement du développement durable dans 108 pays et dans l'ensemble des Outre-mer. Donc déjà, ça représente à peu près 10 milliards par an de nouveaux engagements. Et la différence principale, elle provient à la fois des prêts que nous faisons à très long terme et des conditions matérielles, notamment pour les collectivités locales et les établissements publics, qui sont à des conditions avantageuses parce qu'il y a des bonifications de l'État français. Quel est le statut de l'AFD? Vous dépendez de quoi? L'Agence française de développement, c'est un établissement public industriel et commercial. Donc son conseil d'administration, il y a des représentants du gouvernement et également de la société civile, des parlementaires. Donc nous sommes 100% publics. Alors, on va parler tout à l'heure de l'aide que vous pouvez apporter aux collectivités. En attendant, parlons de l'aide que vous pouvez apporter au privé, puisque ça existe également. À partir de quel statut peut-on faire appel à l'AFD? L'Agence française de développement développe toute la gamme de financement, soit en propre, avec ses propres outils, soit également par l'intermédiaire de la commercialisation des produits de BPI France. Donc on peut financer, et on l'a fait en Martinique pour à peu près 300 entreprises l'année dernière, que ce soit sur le court terme, sur des garanties, sur également des besoins en fonds de roulement ou des investissements des entreprises. Et pour vous donner un exemple, alors on est dans tous les secteurs, on est à la fois dans les très gros secteurs structurants, notamment dans la transition énergétique, qui est un aspect important. L'AFD est très engagée sur la mise en œuvre de la COP21, des accords de Paris sur le climat, mais on est également sur d'autres, tout à fait sur d'autres secteurs. On est dans le BTP, on est même dans le commerce, on est vraiment on peut aller dans tous les domaines. Et également des petites entreprises jusqu'aux plus grosses, parce que nous avons toute la gamme, encore une fois, soit avec nos propres produits, soit avec les produits de nos partenaires. Alors, vous aidez également les collectivités, d'ailleurs c'est votre fonction principale. Tout récemment, la semaine dernière, vous avez signé des projets avec les mairies de Saint-Pierre et de Fort-de-France. Dites-nous en quoi ça consiste. Alors, ce sont deux prêts différents, mais tous les deux extrêmement importants. Avec la mairie de Fort-de-France, nous avons signé un protocole de refinancement, de restructuration financière qui permet, en reprofilant un peu la dette, d'améliorer la trésorerie et la situation financière de la ville de Fort-de-France pour lui permettre non seulement évidemment de souscrire à tous ses engagements, mais également de rentrer dans une logique d'investissement, d'amélioration des conditions de vie de la population, puisque c'est ça le but de l'Agence française de développement. Avec Saint-Pierre, on a eu plusieurs prêts, également des prêts d'investissement qui sont à la fois pour l'ensemble des opérations traditionnelles de voirie ou de travaux de la commune, et puis également un travail en complément des financements de subventions sur la cathédrale ou sur la gendarmerie. Et que l'on comprenne bien, quels sont les grands projets que vous avez financés, qu'on puisse bien visualiser? On est dans les dernières années, on était à peu près présent dans l'ensemble des grands projets. L'Agence française de développement, sur ces 2 dernières années, nous avons fait en 2 ans 800 millions d'interventions. 800 millions d'interventions, on est présent sur tous les domaines. Dans la transition énergétique, on a été présent dans les différents projets qui ont été. Sur le domaine du transport, que ce soit port, aéroport, transport routier également. À l'hôpital, dans les écoles, en fait, dans l'eau, dans l'assainissement, dans les déchets, dans toutes ces infrastructures, derrière toutes ces activités de la vie commune, il y a quelque part un peu d'argent de l'AFD. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir un peu éclairé sur vos fonctions. Merci à vous. Plus que 2 jours avant le coup d'envoi officiel des festivités de carnaval dans la capitale, les autorités sont sur le qui-vive pour assurer l'encadrement des carnavaliers. Une conférence de presse a été organisée ce matin pour présenter les différents dispositifs qui seront mis en place et la sécurité sera renforcée cette année. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. La sécurité pendant le carnaval, l'affaire de tous et plus singulièrement des autorités, car près de 200 000 personnes vont déambuler dans les rues de Fort-de-France pendant les jours gras.
De grands rassemblements qui imposent des mesures drastiques. En premier lieu, 9 points de palpation répartis dans le centre-ville. Mais ce n'est pas tout. Nous aurons aussi nos appareils de vidéoprotection qui seront là avec des opérateurs qui ont reçu des instructions précises cette année de bien veiller à ce que tous ceux qui pénètrent sur le circuit soient des personnes qui soient autorisées. Y compris, je parlais de certains véhicules, concernant les bras-de-jack notamment, nous avons une trentaine qui sont autorisés. Tous ceux qui ne seront pas autorisés seront verbalisés. Et cette année, des mesures supplémentaires sont prises pour remédier à certaines pratiques illégales, comme par exemple les parkings sauvages. Nous allons tenter cette année de voir comment on peut endiguer ce phénomène. Alors plusieurs choses. La première, c'est que nous passerons convention avec des associations de quartier qui sont bien connues dans certains quartiers et qui vont intervenir sur des parkings pour réguler les flux de véhicules, leur permettre de stationner, mais aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas ces phénomènes de raquettes. La circulation sera, elle, interdite aux véhicules entre 13h et 20h. Des parkings relais sont mis en place pour le public. Nous avons mis à disposition, grâce au partenariat avec les centres commerciaux périphériques, mais également sur le parking du stade Pierre-Liquer, et puis des navettes mises en place par la CACEM Martinique Transport aujourd'hui, la CFTU, pardon, plus de 3000 places de stationnement à l'extérieur et qui permettent aux gens, et nous incitons justement la population à utiliser ces places de stationnement pour ne, c'est pas la peine de venir trop près des vidés et puis venir après dire qu'on vous a forcé à payer le parking, etc. Avec plus de 150 policiers déployés sur le terrain, les autorités souhaitent faire passer le message d'une tolérance zéro, avec notamment des contrôles renforcés. Pas seulement comme les années précédentes, uniquement sur les points de passage obligés pour investir, si je puis dire, le centre-ville de Fort-de-France. Cette fois-ci, ça sera sur toute l'étendue du centre-ville de Fort-de-France où pendant les carnavals, pendant les vidées proprement dit, mais également en amont, c'est-à-dire les matins, il y aura cette possibilité de contrôle étendu qui seront possibles par les services de police. Pour le bon déroulement du carnaval, un poste de commandement avec les différentes autorités sera activé. C'est de là que vont être prises les décisions en matière de sécurité. Les services de l'État viennent, s'installent à ce centre de commandement. Ça permet à tout le monde d'être au même niveau d'information et de réagir en cas d'événement. En général, ce sont des petits événements. L'année dernière, on a eu 82 secours à personne. Très souvent, c'est des évanouissements, des petits malaises, mais il faut être prêt à réagir à toutes les éventualités. Forces de l'ordre, pompiers, préfectures, municipalités, tous veilleront au grain pendant ces 4 jours pour que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions. Et parmi les personnes à protéger pendant les jours gras, les touristes qui sont de plus en plus nombreux chez nous, le club des professionnels du tourisme Zilea a dévoilé son bilan au 31 décembre 2017 et les chiffres sont en hausse. Le taux d'occupation des hôtels a augmenté de 7,7% et est passé à 60,5% d'occupation, des chiffres sur lesquels nous reviendrons dans le courant de cette édition. En attendant, restez avec nous. À suivre dans cette édition, nous verrons une initiative originale organisée à l'hôpital Montgovulcin cette semaine. Une animation de carnaval à gogo a été proposée aux patients de la structure pour leur permettre de décompresser. Et puis vous le verrez, une idée pour occuper vos enfants pendant ces vacances de carnaval. L'atelier Cap Image Dynamique a pris ses quartiers au cœur de la cité batelière à Schilcher. Mais avant, partons en Guadeloupe qui voit revaloriser le prix de la tonne de la canne à sucre. Les planteurs ont obtenu une augmentation de 4,52 €, une bonne nouvelle pour eux qui n'avaient pas vu d'évolution depuis 2006. Voyez ce reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. 4,52 €, c'est notre chiffre du jour. Après plusieurs heures de négociations, les planteurs de canne et les industriels ont enfin trouvé un terrain d'entente. Jeudi jour là, nous avons une belle nouvelle. Le syndicat a gagné un combat. Nous avons gagné 4,52 € en tonne de canne là. Moi, je dit qu'il y a un carré de plant de canne. On dit complètement carré de canne. Mais allé là, ça, on vend 100 tonnes de canne. Et on a gagné 452 €, un truc comme ça. Et là, on a une force de continuer à planter les cannes. Ça va être facile parce qu'on y a plus de au moins 30 ans qu'on a ces mêmes prix-là. Là, ils ont gagné le combat là. Il était très difficile, mais ils ont gagné quand même. Cette revalorisation tarifaire est aussi une bonne nouvelle pour André, qui envisage désormais de relancer cette activité abandonnée sur ses terres. Parce que les prix de la canne n'étaient pas intéressants. Voilà.
Et puis vu les conditions qui étaient mises pendant les CUMA, il faut toujours courir des doigts et puis couper quand barre, ben voilà, c'est un peu dégoûtant. Bon, on a 5 ans de travail qui est fait, et puis le prix a augmenté, bon, qui répartit quand l'année à ça. Un comité de liaison a eu lieu cet après-midi afin de finaliser les derniers détails pour le début de cette campagne sucrière 2018. Partons en Guyane maintenant. Comme chez nous, les espaces de coworking se multiplient. Parmi les derniers arrivés sur place, l'espace The Island qui se met à la disposition des associations, porteurs de projets et entrepreneurs. Présentation de Jonathan Larieux. Dans chaque coin de la pièce, à chaque table, se tiennent des réunions de travail. Dans les locaux du premier espace de coworking de Guyane, l'ambiance est open space. Et parmi les entrepreneurs présents, il y a Audrey. Cette jeune chef d'entreprise ne dispose pas de locaux professionnels. À la maison, je suis tentée de faire toute autre chose à chaque fois et de me laisser distraire. Alors que là, ça fait un cadre beaucoup plus défini et ça contient un petit peu le fait que voilà, on ne fait pas autre chose. Et ça permet aussi des rencontres. Loin de s'enfermer dans un bureau pour vaquer à plusieurs heures de travail quotidiennes, ici les entrepreneurs trouvent le contenu de tout local professionnel. Ça permet de travailler dans un espace où on a une connexion internet, où il y a des équipements dédiés et où il y a des personnes qui ont les mêmes besoins que tout entrepreneur, quoi. On se sent aussi peut-être moins contraint parce qu'on peut passer de l'espace de travail à l'extérieur avec une ambiance un peu plus posée, cosy aussi si on a envie de faire un break. Enfin voilà, du coup il y a le côté convivial qui a aussi son importance. À la tête de la structure, Mathieu Barre, pour qui travailler rime avec bien-être. Par rapport, on va dire, à des habitudes qu'on peut avoir de travailler chez soi, donc on va être seul, peut-être avec une difficulté de séparer le côté maison du côté travail. Là, il y a une vraie césure. On se retrouve dans un espace de travail. Alors, c'est un espace en open space partagé, mais on est vraiment dans une ambiance de travail. Il y a une photocopieuse, il y a une secrétaire à l'accueil. On est vraiment en mode, il y a le Wi-Fi, on est en mode vraiment travail, mais on est dans un mode de travail paisible. On peut, il y a un espace pour des soins énergétiques, donc on peut aller faire un soin énergétique, on peut manger végétarien entre midi et 2. Donc, on reste dans cette notion de bien-être, mais au travail. En plus de travailler, les entrepreneurs ont aussi le choix de se détendre sur place, avec de la méditation ou encore en prenant le temps de déguster un menu équilibré avant de retourner à son affaire. De retour en Martinique avec les transporteurs qui ont manifesté leur mécontentement ce midi devant le chantier du lycée Schellcher. Souvenez-vous, le 24 janvier dernier, les conducteurs de camions malaxeurs alertaient déjà sur leur désaccord quant à l'implantation d'une centrale mobile de fabrication de béton qui serait un véritable manque à gagner pour eux. Aujourd'hui, leur mobilisation est montée d'un cran et ils ont assuré qu'aucune livraison de béton ne sera effectuée sans véritable garantie. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard et Michelet François. Il n'y aura pas de lycée Schellcher s'il n'y a pas de transport de béton. S'il y a une centrale de chantier, il n'y aura pas de lycée. On l'a dit la dernière fois. Donc on est plus jamais motivé sous ça. Donc on attend encore que la CTM ou voir le groupe Vinci qui est à charge de la construction nous dise que bon, on renonce parce que pour un problème d'économie, nous renonçons que les transporteurs ont un manque à gagner, d'autant plus que je vous dis sincèrement, la centrale qui a répondu sur cette partie-là, qui veut mettre cette centrale de chantier, il a 12 000 mètres cubes à faire. Ça veut dire que les transporteurs, en partant du Lamentin, ils ont 2600 transports à faire sur cette partie-là. Donc vous voyez le manque à gagner, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de boulot. Et c'est pour ça qu'on est encore plus jamais motivé. C'est la même centrale BPE qui nous fait encore ce coup-là, et que là, c'est un coup de trop. Donc lui, on l'a vachement dans le collimateur. Donc on a des mouvements qui sont prévus et il sera au courant de l'opération et il le verra par lui-même s'il continue à être aussi têtu, quoi. Et on poursuit avec l'actualité plus légère. Une initiative originale organisée à l'hôpital Mangovulsin permettre aux patients souffrant de troubles psychiatriques de pouvoir se défouler dans une ambiance de carnaval. Une thérapie particulière que notre correspondante Camille Joseph a suivie pour vous. Regardez. Patients et soignants se confondent dans une ambiance qui n'a rien à envier à celle des rues durant les jours gras. Pour les malades, le moment est apprécié. Ils sont tous heureux de voir l'aboutissement de ce projet sur lequel ils ont collaboré durant de nombreux mois. Je suis avec des amis, des personnes que je connais et ça fait plaisir de passer un bon moment avec eux.
ça nous fait du bien de voir autre chose que de rester dans le cadre, même si les activités sont différentes sur le milieu l'hôpital de jour, mais on fait quand même autre chose en faisant des sorties comme ça, carnaval, en s'organisant pour faire autre chose, tout ça. Pour moi, c'est important, étant donné que nous tous, nous sommes, nous avons des pathologies différentes. Et effectivement, quand nous sommes ensemble, on fait des choses ensemble, on apprend à se connaître aussi. Et en faisant des manifestations ou des trucs d'amusement, on apprend à se connaître et on s'épanouit et on oublie la maladie, effectivement. Plus qu'un simple vidé carnavalesque, cette animation qui permet le temps d'une après-midi d'oublier la maladie crée du lien entre les différents publics de l'établissement hospitalier et favorise le partage. Nous proposons aux patients de participer à cette grande fête culturelle de chez nous, le carnaval. Nous avons souhaité, avec les soignants de l'unité, les intégrer à cette manifestation culturelle. Ça leur permet de garder un petit peu leur contact avec leur quotidien, la réalité, etc. Donc c'est pour qu'ils ne se sentent pas trop éloignés, trop dépaysés, trop en retrait des manifestations de la société. Voilà. Comment ils ont accepté votre invitation à participer à cet après-midi de carnaval? Écoutez, ils sont à l'initiative. Ils ont plutôt très bien accepté. Moi, je travaille en extra-hospitalier et les patients se sont beaucoup investis dans cette manifestation. Et je pense qu'ils ont à cœur de montrer de quoi ils sont capables. Voilà. L'objectif de créativité est tout à fait rentre dans cette dynamique culturelle, dans cette démarche. Voilà, nos patients ont créé leurs costumes, ils sont fiers de leur création. L'idée du groupe, eh bien, ça permet aussi de partager, d'échanger. Et voilà. Alors quel est le programme de l'après-midi? Qui veut parler du programme d'après-midi? Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Alors, donc, je travaille en extra-hospitalier et les patients se sont beaucoup investis dans cette manifestation et je pense qu'ils ont à cœur de montrer de quoi ils sont capables. Le vidé, la fête dans les grands espaces verdoyants de l'hôpital de Mango-Vulsin, accompagné de la musique du groupe Caval, c'est à une véritable thérapie que l'équipe organisatrice a invité les participants. Le fait de penser à l'activité, au carnaval, ça fait des semaines qu'on le prépare. Déjà, ils sont ravis à l'idée d'aller se produire. Aujourd'hui, ils prennent énormément de plaisir et on sait que dans les semaines à venir également, ils seront ravis d'y repenser. Voilà, on aura des photos à leur donner, des petites vidéos. Et voilà, c'est un événement qui s'inscrit dans le temps, à la fois dans le passé et dans le futur. Un grand moment de bonheur et de convivialité où patients et personnel soignants font corps. D'ailleurs, pour montrer cet esprit de cohésion, tout le monde porte le même travesti en fonction de son unité de soins. Et parmi ceux qui apprécient également les festivités du carnaval, les touristes qui, je vous le disais, sont de plus en plus nombreux chez nous. Le taux d'occupation des hôtels a augmenté de 7,7% et est passé à 60,5%. L'amélioration a été constante par rapport à 2016 et les professionnels sont confiants pour cette année. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard et Michelet François. Les résultats sont bons, comme on pouvait s'en douter, puisqu'en hôtellerie, par exemple, on atteint un petit peu plus de 62% de taux d'occupation annuel, alors que l'année dernière, on était à 56%. On arrive sur des niveaux légèrement supérieurs à 2015, qui sera notre année de référence. On va oublier la mauvaise année Zika. C'est sûr que si on regarde les hautes saisons, il nous manque des chambres. C'est clair qu'on ne serait pas mécontent en ce moment d'avoir 100 ou 150, voire 300 chambres de plus qu'on arriverait peut-être à remplir ces mois-ci. La difficulté, c'est qu'on a aussi une basse saison très marquée et que ce serait, à mon avis, dommage de construire des hôtels sans avoir prévu d'aligner les saisons pour qu'elles soient rentables pour les entreprises. Nous, on a toujours à peu près le même taux de captation de clients qui arrivent par l'avion et qui viennent dans les hôtels. Par contre, la part des meublés de tourisme a fortement augmenté et puis on a beaucoup de mal à analyser ce point. Enfin, on a quelques sociétés de location professionnelle de meublés de tourisme parmi nos membres, mais
la filière n'est pas organisée, les gens ne sont pas inscrits, recensés en mairie, donc on a du mal à parler des meublés de tourisme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en moyenne, les meublés de tourisme ont une bonne occupation qui va entre 19 et 30 semaines de location par an. ATV, toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Allô, bonjour, un dispositif mis en place par la ville de Schellcher il y a 3 ans afin de rompre l'isolement des personnes âgées. Le concept est simple, chaque jour plusieurs bénéficiaires reçoivent l'appel de bénévoles. Une journée porte ouverte a été organisée ce matin pour découvrir ou faire redécouvrir cet outil de réconfort. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. C'est vrai que nous avons commencé avec un petit effectif d'à peine 5 bénévoles qui aujourd'hui sont au nombre de 10 et avec en attente déjà. Et des bénéficiaires à peine une dizaine. Et aujourd'hui, en 2018, nous pouvons compter 45 bénéficiaires qui ne cessent de croître parce que nous avons déjà des demandes en attente. C'est un dispositif qui prend de l'ampleur, mais qui aussi apporte non seulement aux bénéficiaires, aux bénévoles, mais à nous, parce que ça nous permet de rester en contact, de voir ces personnes, d'apprendre par leur solitude, leur manque, et aussi aux familles, parce que les familles, de plus en plus, se sentent un peu... elles culpabilisent, alors que de par nos activités, et ça les met en assurance en fait, de voir que par rapport à ces appels, leurs parents, leurs seniors sont quand même écoutés, rassurés, et voilà. On reste dans la ville de Schellcher avec une réponse à la question « Que faire de nos enfants pendant les vacances de carnaval ?» Si de nombreux centres aérés ont décidé de ne pas assurer d'accueil pendant cette période, une jeune association a décidé au contraire de proposer des ateliers de création et des cours de rattrapage scolaire. Cap Image Dynamique est basé à la cité batelière à Schellcher. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Assez souvent, nos jeunes se plaignent de manque d'activité au cœur de la cité. Alors ici, on a pensé à une solution avec ce local qui se trouve entre 2 bâtiments. Nos enfants peuvent venir, notamment durant ces vacances de carnaval, trouver des activités de détente, d'éveil et puis aussi du soutien scolaire. Ça se passe comme ça. Là, c'est billard. Allez, c'est parti pour le coup. Fini le casse-tête pour les parents qui doivent sortir en journée et ne savent pas comment occuper leurs enfants. Cap Image Dynamique leur permet de trouver dans ce local prêté par Ozanam un espace d'expression. Cet atelier a été mis en place pour la créativité des enfants. Voilà. Bon, peut-être pour les parents, une garderie, entre guillemets, mais avant tout, c'est la créativité. Certains jouent au Monopoly, d'autres ont choisi d'exprimer leur talent sur la toile, c'est la partie peinture. Et on fait la peinture ensemble, on joue ensemble, on fait tout ensemble. On joue, il y a de l'aide aux devoirs, c'est tout. Enfin, chacun peut trouver ici son idéal sous les regards bienveillants des encadrants. Moi, je prépare un dossier à remettre pour la fin de l'année sur tisser des liens. Donc, c'est de tout ce qui est design de l'art appliqué. Donc, moi, je me suis tournée principalement sur le design de mode afin de présenter mon travail en juin. Un projet né de la volonté de quelques jeunes qui souhaitaient à l'époque combattre l'oisiveté auquel sont confrontés les grands frères de la cité. On a été à leur rencontre, donc on sait un petit peu de quoi il s'agit. Et ce sont des gens qui ont envie de faire des choses, qui ont des idées, mais malheureusement qui ne sont pas toujours suivis. Certains enfants se retrouvent ainsi chaque mercredi. En cette période précédant les jours gras, c'est justement l'occasion pour eux de confectionner des masques pour le carnaval. En tout cas, c'est le programme retenu jusqu'à samedi. Voilà donc une belle manière d'occuper nos jeunes pendant ces vacances de carnaval. Ça se passe ici au local commun situé entre le bâtiment A3 et A2. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking de la Grande Récré et de Bureau-Vallée à Cocotte-du-Cos de 13h à 18h. Et comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre-Zobda-Kittmann au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.
vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.